l'étranger et comme annoncé dans les titres, l'hebdomadaire Conseil des ministres a eu lieu ce mercredi au palais présidentiel. Ce conseil tenu en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a autorisé le gouvernement à procéder au recrutement de 5000 instituteurs et 3000 enseignants contractuels. Le témoignage de la direction des reportages institutionnels avec Jérôme Kofi Aboula. Il est 10 h ce mercredi 28 mars 2012 quand le palais présidentiel s'ouvre pour le Conseil des ministres à l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara pour accéder à la salle du Conseil. Dans cette salle, les membres du gouvernement déjà en place, comme à chaque fois que se tient cette réunion avec le chef de l'État en vue des grandes décisions relatives à la marche de la nation. Les décisions donc, il n'en manque pas au cours de cette rencontre. À en croire le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabanye-Koné, l'un des décrets pris par le Conseil autorise le recrutement de 5000 instituteurs et 3000 enseignants contractuels. L'éducation, aujourd'hui, fait partie des priorités du gouvernement. Notre ambition, l'ambition du président de la République, qui découle des OMD, des objectifs du millénaire pour le développement, c'est de faire en sorte que l'année 2015, tous les Ivoiriens, tous les enfants ivoiriens en âge d'aller à l'école, aillent à l'école. C'est-à-dire qu'il y ait 100% de scolarisation pour les enfants qui sont en âge d'aller à l'école. Cela nécessite la construction d'infrastructures, cela nécessite également le recrutement d'enseignants. Il se trouve que la crise que nous avons vécue ces dernières années a perturbé le rythme de recrutement des enseignants, au point où aujourd'hui nous avons des déficits importants au niveau du primaire, au niveau du secondaire. Aujourd'hui, c'est 5000 enseignants au niveau du primaire, c'est 3000 enseignants au niveau du secondaire, c'est 1091 personnels d'encadrement, c'est 54 inspecteurs d'enseignement préscolaire et primaire, etc. Donc, vu l'urgence, parce que nous sommes déjà pratiquement au milieu d'une année scolaire, vu l'urgence, le Conseil a autorisé le ministre de la fonction publique et le ministre en charge de l'éducation nationale à procéder au recrutement d'un certain nombre d'enseignants, 2500 instituteurs adjoints et 2500 instituteurs ordinaires, auxquels il faut ajouter 3000 enseignants contractuels qui vont être recrutés, eux, pour la période de 4 mois entre maintenant et la fin de l'année. Au titre des divers, toujours selon le porte-parole du gouvernement, le Conseil se félicite de la tenue le mardi 27 mars 2012 à Abidjan du sommet de la CEDEAO. Sommet destiné à tout mettre en œuvre pour le retour à l'ordre constitutionnel au Mali suite au coup de force renversant le président malien Amadou Toumani Touré. Pour le porte-parole du gouvernement, l'initiative prise par le président de la République Alassane Ouattara en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO vise à sauver la démocratie au Mali, dans la sous-région et pourquoi pas en Afrique. Et puis ce communiqué, le ministre de l'Éducation nationale informe les candidats au recrutement des 3000 enseignants contractuels que la liste des candidats retenus est affichée dans les locaux de l'ex-ENS en face de l'église Saint-Jean de Cocody depuis ce mercredi. Et la liste est aussi disponible sur le site du ministère que vous allez certainement voir sur votre écran, www.education.gouv.ci. Par ailleurs, Madame le ministre apporte à la connaissance des personnes retenues qu'une formation pédagogique à leur intention débutera le lundi 2 avril à 7h30. Cette formation sera dispensée au sein des établissements suivants: École nationale supérieure de Cocody et établissement d'application Jean Piaget. Après ce Conseil des ministres, le président de la République a accordé une audience aux ambassadeurs des pays arabes accrédités en Côte d'Ivoire. Au centre de l'audience, le renforcement de la coopération bilatérale. Le compte-rendu de la direction des reportages institutionnels avec Abiba Dambélé.
11 ambassadeurs, membres du Conseil des ambassadeurs arabes, accrédités en Côte d'Ivoire, ont été reçus ce mercredi par le président de la République. Ces diplomates arabes sont allés apporter leur soutien au président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, dans ses actions en faveur de la paix en Afrique et l'encourager dans ses efforts pour la reconstruction du pays. On a eu un échange en fait, comment renforcer les relations entre le monde arabe et la Côte d'Ivoire. Et si heureusement on a constaté que les relations fraternelles entre le monde arabe et la Côte d'Ivoire étaient excellentes. Mais comme vous le savez, nous sommes perfectionnistes, surtout Monsieur le Président. On a essayé de trouver les moyens et les éléments qui peuvent renforcer davantage ces relations, surtout dans le domaine économique, social et culturel, aussi bien que politique. Les ambassadeurs des pays arabes ont récemment fait des dons d'un montant total de 65 millions de francs CFA aux populations de l'Ouest qui ont le plus souffert de la crise en Côte d'Ivoire. Rendons-nous maintenant à la primature où il a été également question de coopération. On peut dire que dans le cadre de sa reconstruction post-crise, la Côte d'Ivoire bénéficie de soutien au plan international. Cette contribution extérieure a été au centre de plusieurs audiences accordées aujourd'hui par le Premier ministre Ahoussou Kouadio-Jano. Le point de ces rencontres avec Sylvie Touré. Le volume des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Ukraine a atteint les 105 milliards de francs CFA en 2011, soit une hausse de 16% malgré la crise. L'Ukraine veut intensifier cette coopération. Andriy Zayats, ambassadeur d'Ukraine en Côte d'Ivoire, avec résidence à Conakry, est venu le signifier au Premier ministre Ahoussou Kouadio-Jano. La Côte d'Ivoire n'est pas un producteur de blé, par exemple, et ne produit pas suffisamment de maïs, tandis que l'Ukraine est le troisième exportateur mondial du blé. Donc c'est une chose qui nous paraît intéressante à étudier plus en profondeur. Le président de la Banque ouest-africaine de développement est venu réitérer le soutien de son groupe à la relance économique en Côte d'Ivoire, avec une enveloppe de 250 milliards de francs CFA sur la période 2011-2013. Nous avons notre conseil d'administration qui va se tenir ici à Abidjan demain. Et dans ce cadre, nous avons envisagé de soumettre à notre conseil 3 projets pour la Côte d'Ivoire pour un montant total de 50 milliards de francs CFA. Ces 3 projets concernent le pont d'Azito, la centrale thermique d'Azito et une ligne de financement que nous allons faire à une institution financière de la place. Dans le domaine de la santé, le groupe Sanofi Aventis veut intensifier sa coopération. Le PDG n'a pas manqué de le souligner au Premier ministre. L'objectif d'abord, c'est nous devons en fait financer un programme pour réhabiliter une clinique pour le diabète et notre engagement est plutôt en fait de voir comment on peut apporter plus que simplement des médicaments et apporter en fait des investissements pour améliorer les soins. Maître Ahoussou Kouadio-Jano a aussi reçu une délégation de la Cour des comptes des États membres de l'UEMOA. L'organisation tient sa 14e session annuelle à Abidjan ce jeudi. Elle entend faire un plaidoyer pour l'ouverture de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire. L'actualité dans la sous-région africaine reste toujours dominée par la situation au Mali, où la junte militaire au pouvoir a adopté une nouvelle constitution au moment où la CEDEAO opte pour le respect de l'ordre constitutionnel par le retour immédiat au pouvoir du président Amadou Toumani Touré. Pas une simple condamnation cette fois. La CEDEAO refuse de se contenter de la célèbre expression consacrée au putsch. La CEDEAO ne condamnera pas seulement avec la dernière vigueur, elle veut aller bien au-delà, déterminée qu'elle est à rétablir l'ordre constitutionnel au Mali. Un changement de cap bien notable qui marque une rupture avec l'ancienne méthode, caractérisée par le manque d'autorité ou même de courage. La CEDEAO veut pour une fois prendre ses responsabilités et donner un signal fort à ses militaires, parfois incapables d'assurer l'intégrité du territoire, mais promptes à renverser des régimes démocratiquement élus.
Le peuple malien a choisi Amadou. Il s'agit de Toumani Touré, pas de Sanogo. Les chefs d'État ouest-africains entendent faire respecter cette donne, de gré ou de force, par la négociation et au pire des cas par une intervention militaire. Le compte à rebours a donc commencé pour le soldat Sanogo et sa suite, qui ont fait défection face à la rébellion Touareg et aux islamistes dans le nord du Mali pour prendre en otage le palais présidentiel et la démocratie. Le compte à rebours a aussi commencé pour la CEDEAO qui joue son avenir et sa crédibilité, car l'épreuve Sanogo a valeur de test pour l'organisation sous-régionale. Rendons-nous sur place au Mali où la junte militaire au pouvoir a adopté une nouvelle constitution. Au moment, nous l'avons dit, la CEDEAO opte pour le respect de l'ordre constitutionnel par le retour immédiat au pouvoir du président Amadou Toumani Touré. Sommet extraordinaire des Afriques de l'Ouest sans langue de bois. Un seul sujet à l'ordre du jour, la crise malienne. Et un seul message, la CEDEAO dénie catégoriquement toute légitimité à la junte militaire qui a renversé le président malien. Le Mali doit retrouver immédiatement le fonctionnement normal de ses institutions démocratiques. Cette position n'est pas négociable. L'organisation ouest-africaine a exclu le Mali de ses instances. Elle exige aussi le départ des putschistes maliens. Dans le cas contraire, la CEDEAO les menace d'une action armée. La conférence autorise la montée en puissance de la force en attente de la CEDEAO pour parer à toute éventualité. Sourde à cette forte pression des pays voisins, la junte, elle, accélère le mouvement à Bamako. Elle annonce une nouvelle constitution et des élections auxquelles elle ne participera pas, dit-elle. Le bras de fer diplomatique se poursuivra jeudi avec l'arrivée dans la capitale malienne de 5 présidents africains. Ils tenteront de raisonner les putschistes avec une proposition de compromis, nommer le président de l'Assemblée nationale malienne à la tête de la transition. Les travaux du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu à Abidjan ont abouti à des recommandations claires, le respect des valeurs démocratiques par le retour du président Amadou Toumani Touré au palais présidentiel. Écoutons le président en exercice de l'Union africaine, Yayi Bouni. C'est un message fort qu'on a lancé à la junte. Nous ne voulons plus, conformément à nos dispositions, à nos différents protocoles, aux textes qui régissent le fonctionnement des institutions de notre communauté. Les coups d'État sont bannis. Nous croyons à l'accession à la magistrature suprême dans nos pays sur la base du pouvoir démocratique, sur la base des urnes et non pas les armes. Il n'est pas question. Voyons la question de l'Europe. Depuis que l'Europe a réglé comment dirais-je, le problème d'intégration économique d'abord, depuis 1957. Est-ce que vous avez jamais entendu parler de la guerre? En dehors peut-être de cette exception que nous avons notée au niveau des Balkans, ça a été réglé. Et depuis lors, c'est par voie démocratique que les peuples élisent leurs dirigeants. C'est l'expression de leur peuple. Nous voulons, nous-mêmes, eh bien, être comme l'Europe. Nous voulons nous occuper maintenant des questions de développement, de prospérité de nos peuples. Et qu'on en finisse avec des questions de coup d'État militaire. Les militaires sont là, ils sont là pour conserver, pour rester dans leur caserne et veiller sur la sécurité de la République. Alors, de ce point de vue, je crois, nous sommes fermes. Une délégation de haut niveau, n'est-ce pas, sera dépêchée le jeudi. C'est des chefs d'État, je crois, sous la présidence du président Alassane Ouattara, président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, comprenant, entre autres naturellement, comprenant aussi le président de l'Union africaine, que je suis votre serviteur, notre cher doyen, le président Blaise Compaoré, le président du Niger, notre, je crois, madame la présidente du Libéria, hein, je crois, et ce sont ces chefs, et le président de la République fédérale du Nigeria. Nous allons nous retrouver le jeudi à midi à l'aéroport de Bamako. Nous allons recevoir la junte et nous allons nous notifier
avec fermeté qu'il faut absolument qu'il retourne dans les casernes. Et que nous sommes venus pour le retour à l'ordre constitutionnel. Les institutions de la République malienne, eh bien, doivent être rétablies. Les personnalités qui ont été arrêtées doivent être libérées. Ils sont responsables de la sécurité physique du président Toumani Touré qui a été élu démocratiquement, et des autres membres de son gouvernement qui ont été arrêtés. Nous tenons à ce que ça soit réglé avant que nous ne repartions en réalité. Ça sera fait. Et c'est ferme. En cas de refus, on n'exclut pas une intervention militaire. Et ça se fera. Toujours dans le cadre de la résolution de cette crise politico-militaire, faisons un pas en arrière pour suivre l'un des temps forts qui a prévalu au cours du sommet extraordinaire d'Abidjan sur l'avenir politique du Mali, et c'est avec Viviane Agnimer. Un sommet des chefs d'État, c'est avant tout un moment de retrouvailles entre hautes personnalités qui se connaissent pour la plupart depuis de longues années et qui, au fil de leurs activités et des événements de leur vie politique personnelle, ont développé entre eux, pour certains, des affinités. Ces rencontres au sommet sont une occasion pour aborder différents sujets dans la convivialité. C'est donc dans une atmosphère très détendue que la réunion d'urgence sur la situation de crise au Mali a été abordée. 8 chefs d'État participaient à cette rencontre. Autour du président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, il y avait les présidents Yahi Boni du Bénin, Blaise Compaoré du Burkina, John Evan Atta-Mills du Ghana, Mahamadou Issoufou du Niger, Hélène Johnson Sirleaf du Libéria, Ernest Bailly Koroma de la Sierra Leone et Faure Essozimna Yassimbe du Togo. Le Mali n'avait pas de représentants autour de la table de réunion. La Guinée était représentée par son Premier ministre, le Sénégal, la Gambie et le Nigeria par leurs ministres des Affaires étrangères respectifs, le Cap-Vert par le président de son Parlement. L'Algérie et la Mauritanie, 2 pays frontaliers du nord du Mali, fiefs de la rébellion, étaient également conviés à la rencontre. L'hôtel Ivoire était minutieusement gardé. Tout le périmètre autour de l'hôtel était bouclé par les forces de sécurité déployées en grand nombre. Pour accéder dans l'enceinte du bâtiment, les quelques entrées qui avaient été sélectionnées étaient toutes dotées d'un scanner. À l'intérieur même de l'hôtel, une nouvelle fouille au scanner était imposée avant l'accès à la salle de réunion. À l'intérieur de cette salle, après les différentes allocutions d'ouverture suivies d'une petite pause café, les chefs d'État s'étaient enfermés pour un huis clos. À l'extérieur, l'attente se déroulait. État-major des chefs d'État, conseillers, membres de leur protocole, membres de leur sécurité rapprochée, tous attendaient dans les vastes couloirs de l'hôtel Ivoire et même sur l'esplanade dehors. C'était partout un déploiement de personnalités costumées, couleur dominante, le costume sombre et la chemise blanche. La cohorte des reporters, c'est aussi un des traits d'un sommet de pareille importance. Caméramens, photographes, journalistes locaux et étrangers venus avec les différentes délégations officielles. Une salle de presse avait été aménagée pour leur permettre d'envoyer par Internet leurs films et leurs articles à leurs différentes rédactions. Dans les couloirs, l'attente est encore longue. Près de 6 heures après le début des travaux, un signal est donné qui cause un branle-bas. Les chefs d'État sortent de la salle de réunion, mais c'est juste pour aller déjeuner. L'attente reprend. Dehors, sur l'esplanade, les hélicos qui étaient arrivés pour conduire les chefs d'État à l'aéroport retournent à leur base. Enfin, à 19 heures, les chefs d'État ont quitté un moment la salle de réunion. Les débats sont terminés. Les journalistes sont alors invités à prendre place dans la salle. Les chefs d'État reviennent pour la cérémonie de clôture. Et c'est tout d'abord la signature des actes du sommet par les chefs d'État et par les autres participants autour de la table de réunion. Puis le communiqué final qui sanctionne les résultats des travaux de la réunion, lu par le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo.
S'ensuit la motion de remerciement lue par le chef de l'État sierra-léonais, Ernest Bailly Koroma. Le discours de clôture du président en exercice de l'organisation et 3 questions accordées aux journalistes. Le sommet extraordinaire sur la crise au Mali prenait ainsi fin sur une impression non feinte de satisfaction. Voilà, c'était Viviane Agnimer, rappelant qu'une délégation des chefs d'État de la CEDEAO se rend demain au Mali pour proposer à la junte militaire un plan de sortie de crise. Cette délégation sera conduite par le chef d'État ivoirien Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. Dans l'actualité ce soir, l'inauguration du terminal gazier à Vridi, dans la commune de Port-Boué, en présence du président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, et du ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole, Adama Toungara. Étaient également présents à cette cérémonie les acteurs du secteur pétrolier en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Thérèse Tapé-Yoboué. La distribution du gaz butane en Côte d'Ivoire va connaître un coup d'accélérateur. Un terminal gazier vient d'être inauguré. Sa capacité de stockage, 1500 tonnes. Ce terminal gazier est le fruit de privés ivoiriens à hauteur de 62% du capital. Son coût, 6 milliards 500 millions de francs CFA. Voilà les raisons qui motivent la présence de Henri Konan Bédié à cette cérémonie. Je suis fier de la réalisation faite par mon jeune frère Fabio Morocro, ainsi que ses collaborateurs et ses associés. Je tiens à féliciter Petro-Ivoire qui occupe aujourd'hui la première place parmi les distributeurs de produits pétroliers en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie d'inauguration a enregistré la présence de hautes personnalités. La grande chancelière, le gouverneur du district d'Abidjan, des diplomates, des ministres, des directeurs généraux des sociétés. Tous étaient là pour féliciter la capacité managériale et le dynamisme des responsables de cette société d'exploitation pétrolière. Et une société qui vient apporter une réponse efficace à l'insuffisance de stockage de gaz en Côte d'Ivoire. Nous allons commander beaucoup de bouteilles de gaz qui vont arriver d'ici un mois, que nous allons mettre sur le marché pour le bonheur et le bien-être des populations. Pour le ministre Adama Toungara, l'inauguration du terminal gazier de Vridi démontre la grande vitalité de l'économie ivoirienne après la grave crise survenue en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a le talent de son ambition énergétique. Des manifestations comme l'inauguration de ce terminal gazier et d'autres à venir très prochainement. L'intensification des partenariats porteurs, public-privé ou privé-privé, les réformes du cadre institutionnel des sous-secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie sont nos atouts. Le terminal gazier inauguré ce jour répond à tous les critères de sécurité et aux normes les plus sévères actuellement en vigueur dans l'Union européenne et américaine. C'était un compte-rendu de Thérèse Tapé-Yoboué. Le ministre d'État chargé de l'Intérieur a échangé sur la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest avec l'ambassadeur ukrainien en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko et André Zaya ont mis un accent particulier sur le volet sécurité de la situation qui prévaut en ce moment au Mali. Avant la fin de ce journal, nous aurons certainement un compte rendu. Revenons sur le grave accident dans la région de Bouaké qui a fait 39 morts et 78 blessés grièvement touchés, internés au CHU de Bouaké. Ils ont reçu la visite d'autorités ivoiriennes et maliennes. Les temps forts de cette visite avec Kouadio Kwame de la section régionale de Bouaké. 24 heures après l'accident de la circulation sur l'axe Bouaké-Djebonois, les responsables du CHU de Bouaké ont fait un bilan provisoire aux autorités ivoiriennes, du Burkina Faso et du Mali. À ce jour, le nombre de victimes est passé de 36 à 39 morts. 60 blessés, après avoir reçu des soins appropriés, ont regagné le Burkina Faso. 5 patients sont en observation. 2 sont en réanimation. 3 blessés attendent une intervention chirurgicale
et 5 internés attendent leurs parents pour quitter l'établissement sanitaire. En somme, 75 personnes ont été prises en charge ou sont suivies par les services du CHU de Boaké. En présence des consuls du Burkina Faso et du Mali, le préfet de la région du Beker, René Aka, est allé apporter le soutien de l'État ivoirien aux blessés et aux parents des victimes. En attendant que les moyens viennent du ministère et sur place, on puisse réunir quelques moyens pour faire face à la situation. À la morgue de Boaké, la consternation est grande. Les parents des défunts sont venus de Fresco, de Divo et des quartiers de Boaké pour identifier les corps. Sur 39 victimes, seulement 19 personnes décédées avaient sur elles des documents administratifs. Une triste situation qui a fustigé le conseil consulat du Mali. C'est grave parce que jusqu'à présent, on a plusieurs personnes sans aucun document. Je suis avec le consul, le représentant du consul général du Burkina Faso ici, à l'hôpital. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Beaucoup de nos compatriotes n'ont aucun document. Les responsables des structures sanitaires privées du département de Soubré se sont réunis pour faire l'état des lieux, un diagnostic et proposer des solutions dans le sens de l'amélioration des prestations sanitaires. Pour y arriver, il faut assainir le milieu professionnel dans les centres de santé privés de la région de Soubré. Eugène Atoubé. C'est un engagement fort que prennent les personnels des structures sanitaires du privé qui exercent leur activité dans le département de Soubré. Il s'agit de l'assainissement de leur milieu professionnel. Devant le préfet de Soubré, Gombadi Georges, et le directeur départemental de la santé, Krakofi Lazare, les responsables des établissements sanitaires privés ont décliné les actions qu'ils entendent mener dans la perspective de cet assainissement. Nous avons entrepris de pouvoir sensibiliser les uns les autres, ceux qui sont dans les cas de santé, par rapport au soutien qu'on ferait à l'État, de ne pas être un point d'achoppement dans la prescription, dans la prise en charge des malades. Cette association a été mise sur pied en vue de nous organiser nous-mêmes, éviter que les gens ne fassent n'importe quoi, que nous faisions en sorte que les prestations que nous allons faire soient plus assainies et que ça permette le bien-être de la population. Dans le département de Soubré, les établissements sanitaires privés sont sévèrement critiqués par les populations. Ces critiques portent notamment sur la qualité des soins, la qualification même de certains personnels soignants et leur installation anarchique au mépris de la réglementation en vigueur. Le préfet de Soubré, quelques mois plus tôt, avait crié le holà pour que l'ordre y soit rétabli. Aujourd'hui, avec cet engagement marqué par la constitution d'une association des responsables des structures sanitaires du privé à Soubré, c'est un nouveau départ et un nouveau contrat de confiance que ces structures sanitaires privées du département de Soubré, au nombre de 300, signent avec la population et surtout avec leurs clients. Notre reporter Noël Gnagno nous dit que le gouvernement ivoirien s'emploie à résoudre le problème d'approvisionnement des populations ivoiriennes en eau potable. Et toutes les dispositions sont prises en ce qui concerne le financement. L'information a été donnée aux journalistes par Patrick Achi, ministre des Infrastructures économiques, au cours d'une conférence de presse. L'eau, le liquide précieux. À Abidjan, il est rare chez 30% de la population. À l'intérieur, le tableau est bien pire. Dans le milieu rural, n'en parlons pas. M. Patrick Achi veut apporter à la question des solutions durables. Il a dit au cours d'une conférence de presse, de prime abord, il a tenu à préciser. L'eau est désormais un produit économique. Il a cessé d'être un don du ciel. Il nécessite des investissements et ils sont lourds. Le chef de l'État, dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, avait mis 20 milliards. Il y a également un financement direct de l'État d'environ 10 milliards. Il y a également les prêts que l'État contracte auprès de bailleurs de fonds. Nous avons aujourd'hui l'équivalent de 30 milliards empruntés par l'État auprès des différents bailleurs de fonds. Dans ces financements, il y a également la contrepartie État. Donc on pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est plus de 70 à 80 milliards que l'État est en train de mettre rien que sur la ville d'Abidjan sur ces questions essentielles de l'eau. Pour la ville d'Abidjan, 70% de la consommation nationale, les solutions seront progressives. On nous fait donc acheminer de Beaunois 90 000 mètres cubes jour.
C'est un projet qui va durer d'environ 15 à 18 mois, disons 18 mois. Donc on est déjà dans un horizon 18 mois, au terme duquel on sera déjà un peu plus à l'aise, vraiment, à Abidjan. En attendant que tout cela ne devienne réalité, une solution est à portée des mains, la sensibilisation. Évitons tout simplement de gaspiller de l'eau. Parlons maintenant d'investissement et de développement des villes et communes en Côte d'Ivoire. C'est l'une des priorités du programme d'urgence d'infrastructures urbaines. Cette priorité est au centre d'un atelier qui s'inscrit dans le cadre du développement de 30 communes. Eugène Atoubé pour en savoir davantage. Les élus, les acteurs de développement sont concernés par la formation portant sur la méthode des audits urbains, organisationnels et financiers des villes et chefs-lieux de région éligibles au contrat de ville. Le contrat de ville est une nouvelle approche contractuelle entre l'État et les communes, un outil de développement dont le rôle est de redynamiser le fonctionnement des collectivités territoriales dans leur gestion, accroître et améliorer les infrastructures de base au bénéfice des localités et de leur population. 30 communes et chefs-lieux de région seront bénéficiaires du contrat de ville. Déjà que des audits ont été déjà faits à Yopougon et à Korogo, ce qui a permis donc d'obtenir des résultats très intéressants sur tout ce qu'il faut faire dans ces communes pour pouvoir les remettre à niveau, pour donc apporter les services nécessaires à leur population, mais surtout sur le plan financier et au niveau de l'organisation, des moyens disponibles et ce qu'il faut que l'État transfère. Le contrat de ville a démarré en septembre 2008 dans les communes de Yopougon et de Korogo dans une phase expérimentale. Au regard des avantages de cet outil de développement, nombreuses collectivités souhaitent s'y engager. Il faut noter que le contrat de ville est piloté par le BUR et soutenu par le ministère de l'Intérieur à travers la Direction générale de la décentralisation et du développement local DGDDL. C'était le compte rendu de Honorine Agnigori. On en vient maintenant à la lutte contre le travail des enfants. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente du comité national de surveillance des actions de lutte, a validé aujourd'hui le plan d'action national de lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants. Le témoignage de Awa Touré. Le plan d'action national 2012-2014 va contribuer à réduire de façon significative la traite, l'exploitation et les pires formes de travail des enfants à travers 4 axes stratégiques: la prévention, la protection, la poursuite et la répression, le suivi, évaluation. La validation de ce plan est, selon le représentant du Bureau international du travail en Côte d'Ivoire, un tournant décisif dans la lutte contre le travail des enfants. Pour lui, c'est un défi mondial qui s'impose à tous et surtout à l'Afrique. Le plan d'action national 2012-2014, un document de 62 pages, est une réponse nationale au fléau que constitue le travail des enfants et répond à un enjeu économique et social. La Côte d'Ivoire est confrontée depuis plus d'une dizaine d'années à la problématique de la traite et du travail des enfants. Ce phénomène a exposé notre pays sur la scène internationale comme un pays d'exploitation abusive de la main-d'œuvre enfantine, surtout dans le domaine de la production du cacao. Pour l'enrayer, plusieurs actions ont été déjà posées par le gouvernement. Entre autres, des dispositions relatives au renforcement du cadre législatif et institutionnel de protection de l'enfance, au renforcement de la coopération sous-régionale, au renforcement des capacités des intervenants, aux actions de sensibilisation, de proximité des populations, aux actions directes en faveur des enfants et de leurs familles et aux actions de lutte contre la pauvreté. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, présidente du comité de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, présidente de l'ONG Children of Africa, a pour sa part salué les membres du comité de surveillance, du comité interministériel et les partenaires pour leur professionnalisme, leur disponibilité et leur contribution à l'élaboration de ce plan. C'est avec une grande fierté que le Comité national de surveillance, conformément à sa mission de suivre et d'évaluer les actions du gouvernement en matière de lutte contre le travail des enfants,
a le plaisir de valider ce jour le plan d'action national 2012-2014 contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. La question du travail des enfants en Côte d'Ivoire interpelle chacun de nous et nous invite tous à nous approprier ce plan d'action national. De son application coordonnée et immédiate dépend l'avenir de milliers d'enfants. Au niveau du Comité national de surveillance, nous nous ferons un point d'honneur à suivre la mise en œuvre de ce plan et à l'évaluer début 2015. Quant à moi, je m'y suis personnellement engagée et je travaillerai sans relâche à faire cesser le trafic des enfants dans notre pays. La validation du plan d'action national 2012-2014 de lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants intervient 6 semaines seulement après le lancement des activités du Comité national de surveillance, présidé, il faut le signaler, par Mme Dominique Ouattara. Le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Charles Konabani, a reçu en audience ce matin une délégation de l'ex-parti au pouvoir, le Front populaire ivoirien. Le processus de réconciliation en cours était au centre des discussions, suivant le compte-rendu de Mamadou Kouassi et Abou Sanogo. Le Front populaire ivoirien, FPI, s'engage dans le processus de réconciliation nationale en cours. Une délégation de ce parti conduite par son président intérimaire Sylvain Miaka Orito est allée exprimer au président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Charles Konabani. Après 2 heures de discussion, le président de la CDVR et ses hôtes se sont accordés sur différents points. Le président de la commission nous a informé de la méthode de travail qu'il entend mettre en place ces prochains jours pour lancer véritablement le processus de réconciliation. De façon succincte, il s'agit d'un processus qui se tisse autour de la nation ivoirienne. Il ne s'agit pas d'un processus partisan, ni qui doit être confondu avec les actions gouvernementales, mais un processus véritablement autour de la nation. Nous avons pris acte et nous lui avons exprimé notre disponibilité à nous inscrire dans ce processus-là. Charles Konabani salue l'initiative. Pour lui, la réconciliation des peuples passe nécessairement par la contribution des acteurs politiques. La réconciliation étant un processus qui doit inclure tout le monde, il ne peut pas y avoir de réconciliation sans que le volet politique, dialogue politique s'avance. D'autres rencontres du Front populaire ivoirien avec la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation sont prévues pour ressouder le tissu social ivoirien. Au Sénégal, le nouveau président Macky Sall se prépare à s'installer au palais présidentiel à Dakar dès la semaine prochaine. Macky Sall doit en principe prendre fonction le 3 avril, après avoir prêté serment le même jour, et former un nouveau gouvernement afin de présider le lendemain, c'est-à-dire le 4 avril, la fête de l'indépendance de son pays, le Sénégal. Après la victoire, l'exercice du pouvoir. Le futur président sénégalais Macky Sall prépare son entrée en fonction et met de l'ordre dans ses priorités. Au premier rang, la rébellion en Casamance, qui dure depuis 30 ans. Je m'attelerai à en faire la priorité des priorités, en créant les conditions d'un dialogue national inclusif, mais qui permettrait non seulement d'associer toutes les parties prenantes de ce conflit, les combattants du MFDC, la société civile casamançaise, mais aussi les pays amis. Avec 65% des voix au second tour de la présidentielle, Macky Sall bénéficie d'une forte légitimité, ce qui devrait faciliter la mise en œuvre de son programme. Sur son agenda, le coût de la vie, le chômage des jeunes et une réforme de l'éducation. Pour le moment, le nouveau président n'a détaillé aucune mesure concrète. Macky Sall prône la rupture avec la gestion d'Abdoulaye Wade, car avec leur bulletin de vote, les Sénégalais ont surtout condamné la dilapidation de l'argent public par le clan Wade. S'il s'avère qu'il y a des manquements, c'est à la justice de faire son travail. Il ne s'agit pas pour moi d'engager une chasse aux sorcières. Vraiment, ça ne peut pas être mon credo. Mais je ferai quand même l'état des lieux. Les comptes de la nation seront audités pour savoir exactement dans quel état nous prenons le pays et où nous voulons l'amener. La passation de pouvoir entre le maître Abdoulaye Wade et l'apprenti Macky Sall est prévue lundi prochain.
Message du chef de l'État au président Macky Sall. Votre brillante élection à la magistrature suprême de la République du Sénégal me donne l'agréable occasion de vous adresser au nom du gouvernement et du peuple ivoirien ainsi qu'à mon nom propre mes plus vives et sincères félicitations auxquelles je joins mes vœux ardents de succès dans l'exercice de la mission que vient de vous confier le peuple frère du Sénégal. Appréciant hautement le bon déroulement du processus électoral, je voudrais me féliciter de la maturité démocratique du peuple sénégalais et de la classe politique sénégalaise qui, ensemble, ont su gérer avec mesure cette période électorale sensible dont les résultats qui consacrent si éloquemment l'alternance politique au Sénégal font la fierté de toute l'Afrique. Une délégation des chefs d'État de la CEDEAO vont se rendre demain au Mali pour proposer à la junte militaire un plan de sortie de crise. Cette délégation sera conduite par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. Bonne suite de programme sur RTI 1 et on se retrouve demain avec beaucoup de plaisir.